Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, je suis pas sûre, je vais attendre un petit peu à côté, je vais partager tout le live de maintenant. J'espère que vous allez bien quand même, je vois que... Bonjour, est-ce que tu m'entends bien ou pas? Ok, bon, les sous-titres, ça ne marche pas malheureusement. Je regarde. Ouais, super. Si t'es fluide, tant mieux. Mais par rapport aux sous-titres, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Je vais attendre un petit peu que les personnes arrivent si besoin. Je vais ajouter des choses. Je commence dans 2 minutes à peu près. Bonjour, bienvenue ici. Je fais des petits réglages. Attendez. C'est bon. Ok, alors aujourd'hui, c'est un petit live de... Attends, un petit live de 1 heure à peu près. Je traite sur le thème de Disney. En fait, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne savaient pas pourquoi il y a ça, pourquoi les sourds ne participent pas à Paralympique, ou bien, enfin, quand est-ce que tu as été créé, comment, tout ça. Alors, on va bientôt, on va bientôt commencer. Malheureusement, les sous-titres ne marchent pas, je suis vraiment désolée. Et j'aimerais ajouter, bien sûr, que depuis plusieurs jours, depuis le 1er mai, du coup, j'ai commencé à diffuser en live les Difflapic ici sur Twitch, c'est-à-dire que vous, bah, vous pouvez voir, c'est possible. Ah, mais oui, c'est compliqué de régler les sous-titres, mais là, t'entends bien, le signe, c'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est déjà pas mal. De toute manière, les sous-titres automatiques, c'était n'importe quoi, mais bon.
T'es au cas où, quoi. Ok, alors, donc, vous avez remarqué depuis plusieurs jours, je fais que des diffusés sur Twitch. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Le son est nickel, les images sont nickel par rapport à avant. Voilà. Bonjour, bienvenue ici dans le live. Aujourd'hui, on va discuter donc de, du deep lamping. Je vais expliquer comment ça a été créé, quand, par qui, comment. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas. Alors, déjà, deep lamping, ça se signe comme ça. Deep lamping. L'on dessine par exemple, il y a Jeux olympiques, comme ça. C'est Jeux olympiques. Olympique. Il y en a qui signent olympique sur. Possible, hein, on peut se faire comprendre comme ça. Mais normalement, on signe olympique. Comme ça. Olympique. Bonjour, bienvenue dans le live. Merci de venir, ça me fait plaisir. Alors déjà, olympique. Mais déjà, dans un premier temps, en bas, comme vous le voyez là, je vais vous montrer une vidéo de YouTube d'une personne sourde qui est très connue. Mais aujourd'hui, elle est décédée, bien sûr. C'était dans les années 1800-1900. Donc voilà. Et la personne s'appelle Eugène. Ruben Alques. Ton aussi était ça. Alors, il y en a deux. Comme ça ou comme ça. T'es en lien avec Stanislas. Ton aussi était Eugène ou Eugène. Alors, Eugène, j'ai noté pour les dates. Donc, Eugène, c'est qui? Donc, c'est une personne sourde, française, et qui est militant dans la communauté sourde. Et vous savez que à l'époque de 1880, où la langue des signes était évitée en France, il est sourd, bah, il cherchait un moyen de pouvoir communiquer, fréquenter des sourds en langue des signes. Et pour ça, parfois, ça passait par le sport pour pouvoir signer en cachette, rencontrer des sourds, faire du sport ensemble, mais signer. C'était pour profiter de signer. Donc, Eugène, lui-même, il a créé le premier club cycliste. Avant, on appelait ça le club cycliste des sourds-muets. Parce qu'à l'époque, sourd-muet, ça se disait, mais aujourd'hui, c'est fini. Il a créé ça en 1899. C'est le premier club de France sur cycliste. Voilà, un peu petit à petit, en 1911, lui, il a créé un club sportif des sourds-muets. Donc, ça a évolué. Au départ, c'était le vélo. Ensuite, des plusieurs sports un peu différents, ça se développe. Ensuite, en 1914, lui-même, il a créé le journal le Spotman silencieux. En 1914. Ça veut dire 3 ans après le club sportif des sourds-muets, il a créé ça. Ensuite, en 1918, il a créé la Fédération sportive des sourds-muets de France. Là, vous voyez, petit à petit, les dates évoluent. Pardon, j'ai cru entendre un bruit. Voilà. Ensuite, en 1924, il a créé le Difflampic. Donc, ça veut dire que le Difflampic, aujourd'hui, en 2022, a été créé depuis 1924. Ça a été vraiment duré, quoi. Impressionnant. Donc, voilà, je vous montre la petite vidéo de Eugène.
Normalement, c'est lui dans la vidéo. Il n'y a pas de moustache. Mais bon. Voilà. Ça, c'est une autre vidéo d'une autre personne. Voilà. Donc, vous voyez pas grand-chose, mais vous avez pu voir quand même que à l'époque, avec les recours des sourds, c'était nombreux quand même que la zone existait depuis bien longtemps. Alors, moi, j'avais une question pour vous. Alors, si possible, vous pouvez me répondre, bien sûr. Pour vous, pourquoi le fait d'avoir créé du flamping et le fait d'avoir déjà paralympique, pourquoi les sourds ne sont pas avec les paralympiques? J'attends votre retour. En attendant, je vais régler un petit truc de la vidéo. Désolée, ça rame, ça rame, ça rame. Message. Alors, peut-être parce que le fait d'être sourd n'altère pas les capacités physiques. Ok. Les haltés sourds auraient de toute façon de la catégorie à part.
J'attends si jamais il y a d'autres réponses. D'ailleurs, le paralympique, ça a été écrit quand? Je vais regarder. Juste par rapport aux dates, vous savez, Paralympique, ça a été créé en 1924 et Paralympique, ça a été créé en 1960. Voilà, je peux vous aider. Donc, comme j'ai pas eu d'autres tours, donc effectivement, à la volonté de créer un cadre spécifique de rencontre en plus du sport. Alors, tout à l'heure, on va regarder l'œil et la main, t'as expliqué clairement bien. Mais avant, je vais vous expliquer bien sûr. Déjà, il y a un petit truc qui fait que des Olympiques, c'est du sport avec les sourds. Et vous savez, normalement, quand on est sportif, on a une attitude assez professionnelle. Par exemple, on va faire du sport. Et après, quand le sport est terminé ou quand c'est la pause ou autre, et ben, tout de suite, ils vont discuter avec les autres sourds. Que par exemple, les Jeux olympiques ou paralympiques, l'attitude est plus professionnelle qui fait que, bah, on sait notre place dessous, même si c'était la pause ou autre, on a une attitude professionnelle. Et aussi, des niveaux organisation, c'est différent. Et la différence, c'est que aussi, paralympique paralympique, pardon, et les Jeux olympiques, c'est médiatisé, vraiment bien médiatisé, que le défi olympique, pas du tout. Alors, pourquoi? Je veux répondre, oui, le fait que d'être sourd, on est valide physiquement. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les sports possibles physiquement. Contrairement aux paralympiques, c'est différent. C'est adapté. Alors, c'est pour ça que il y a une différence par rapport à ça, que la catégorie des sourds, catégorie paralympique, c'est pareil. Voilà pourquoi. C'est juste un lien avec le physique qu'on est valide en fait, physiquement. Donc, c'est pour ça que ne participe pas paralympique. Après, je ne sais pas si vous savez, pour certaines personnes qui viennent d'arriver, si jamais, depuis le 1er mai, je diffuse sur Twitch des lives de Olympiques. Et bien sûr, c'est tellement médiatisé sur YouTube, sur des petites vidéos, même sur Facebook direct, des trucs comme ça. Faut vraiment chercher pour trouver. Alors que les Jeux olympiques et puis paralympiques, bah, t'es médiatisé à la télé, sur Internet, partout. Et par exemple, même dans le journal, tout ça, euh, les Olympiques, t'es même pas informé, hein. Peut-être dans des petits journaux, c'est tout, mais de manière générale, t'es pas du tout informé. Voilà. Voilà la différence, c'est un problème pour nous dans le sens où on a besoin d'être médiatisé. Voilà. Donc déjà, faut savoir la différence. Olympique, c'est 1924 la création. Paralympique, c'est 1960. Voilà. Ah, mais ça. Bonjour, merci pour le live. La volonté d'avoir une compétition sportive propre à la communauté sourde et une manière de valoriser la communauté. Dans un sens, oui. Mais il faut savoir que bah, oui, oui, faut valoriser la communauté, le fait qu'on peut montrer qu'on a une attitude professionnelle, oui. Mais d'un côté, niveau organisation et niveau attitude professionnelle des sportifs, au départ, c'était pas le cas. C'est-à-dire que tout le monde, après une pause ou à la fin, tout le monde papotait avec les autres choses. Qu'aujourd'hui, ça évolue petit à petit.
Alors après, à l'avenir, je sais pas comment ça va se mettre. Est-ce que il veut se mettre en chambre? Je sais pas du tout. Là, je lis sur, un article pour vous expliquer. Attendez. Bah, t'as expliqué exactement comme on a discuté tout à l'heure, une fait paralympique, c'est plus par rapport à l'adaptation du physique. Voilà. Salut, Fatima, j'espère que t'as bien mangé. Bien. Là, t'es juste un petit là, très court, discuter du flapping, du soir, tout ça. Voilà. Euh, de rien, pas de problème. Merci pour la question, c'était intéressant aussi. Maintenant, je vais vous montrer l'œil et la main. Donc la durée était 26 minutes à peu près. Je vais laisser le son, bien sûr, c'est tout titré. Normalement, ça va pas bugger. Voilà, là, ça va vous expliquer et montrer. Et de la vidéo, elle date de 2013. Donc, ça va bientôt faire 10 ans. Il y a le reportage de l'œil et la main de Dislampic. Il y a un problème, c'est le site, il rame un petit peu. Désolé. Enfin, Nous sommes à Sofia, capitale de la Bulgarie, où se déroule actuellement un événement important pour les sourds, les Deaflympics, les Jeux olympiques des sourds. Ces jeux existent depuis longtemps, 1924. Ils ont vu le jour grâce à un Français, Eugène Rubens, à qui on doit une fière chandelle. Moi, j'adore le sport, et je veux en profiter pour voir des compétitions, mais aussi pour me glisser dans les coulisses, rencontrer des sportifs, des supporters, des dirigeants. On y va ? Voici la situation. Il y a 3 événements olympiques. Les Jeux olympiques pour les entendants, les Paralympiques pour les handicapés et les Deaflympics pour les sourds. Les sportifs sourds peuvent participer aux JO à la condition d'avoir atteint un très haut niveau. Certains y sont parvenus. Mais ils ne peuvent pas participer aux Paralympiques car il n'y a pas de catégorie sourd. Logique, puisque les sourds sont physiquement valides. La natation, ça se passe là. De l'autre côté, il y a le badminton. L'athlétisme, c'est là-bas. Et à 70 km par là, c'est le football. Pouh, c'est compliqué. Ça fait beaucoup de déplacements. Heureusement qu'il y a plein de taxis. Je vais voir l'équipe de France des sourds à leur hôtel. Aujourd'hui, c'est Handisport qui chapeaute cette équipe. Auparavant, et pendant des années, la Fédération sportive des sourds de France s'en est occupée. Et les dirigeants étaient alors tous sourds. Mais pour des raisons financières, il y a 7 ans, la fédération a été dissoute et absorbée par Handisport. Aujourd'hui, les dirigeants sont entendants. Je vais à leur rencontre. L'ensemble des regards de la fédération sont tournés vers vous. Vous êtes
une vingtaine d'athlètes aujourd'hui à représenter la France. Et c'est bien parti, puisqu'on a commencé par une médaille d'or. Et j'espère bien que vous allez tous être capables d'être à votre niveau. C'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui. Entre les deux. Là. L'organisation de cette édition des Deaflympics à Sofia, t'en penses quoi? C'est sûr que Sofia, c'est pas une édition extraordinairement bien organisée, mais à la fois, Sofia, c'est 9 mois d'organisation, contre 4 ans pour Taipei. Taipei, ils ont eu 4 ans pour organiser. Et puis, une organisation comme celle-là, normalement, c'est un budget autour de 30 millions d'euros. J'imagine qu'ils ont eu beaucoup moins. Donc, c'est vraiment des organisateurs qui sont à fond, qui ont fait le maximum pour sauver les Deaflympics. Parce que s'il n'y avait pas eu de Deaflympics d'été pendant 8 ans, je pense qu'il y aurait eu un vrai risque sur la suite. Donc, il faut les remercier. C'est dans cet esprit-là que l'équipe de France, on participe. Et on sait en tout cas que les adversaires seront là. Et donc, la médaille d'or, elle vaut le même prix qu'à Taipei parce qu'elle est toujours aussi dure à conquérir. Toi qui as été dirigeant de l'équipe de France aux Jeux paralympiques, tu sais qu'ils n'ont pas le même financement que les Deaflympics. Les Paralympiques ont beaucoup plus de sponsors et donc plus d'argent. De fait, la situation des Deaflympics est fragile. À ton avis, est-ce qu'ils sont appelés à disparaître et à être absorbés par les Paralympiques? Et dans ce cas, est-ce qu'on aurait une catégorie sourd aux Paralympiques? C'est un vrai débat. Je comprends qu'il ait lieu parce que les Paralympiques ont aujourd'hui, en termes de notoriété, de médiatisation, c'est sûr qu'ils sont très intéressants. Moi, je rêve que les sportifs sourds puissent avoir un jour ce même niveau de médiatisation. Mais pour ça, il faut que l'organisation grandisse, parce que c'est pas seulement le problème des télévisions nationales, c'est l'organisation qui doit avoir le calibre, l'ossature, la stature d'une grande organisation internationale qui attire les médias. Par exemple, ce que je peux remarquer ici, je trouve qu'il y a trop de proximité entre les supporters, les familles et les sportifs. Les familles, elles peuvent presque aller serrer la main des sportifs entre deux sets de tennis ou de badminton. Et ça, les compétitions de haut niveau, forcément, elles doivent progresser là-dessus. Il faut que le sportif soit dans une bulle qui est le spectacle, l'arène de spectacle, et puis que le spectateur reste spectateur. Dis-moi, vous êtes venu de France en voiture pour assister aux Deaflympics avec vos enfants? Oui. D'abord, j'ai une vraie passion pour le sport. Je voulais que mes enfants assistent aux Deaflympics et que ça les inspire. On a choisi certaines compétitions de l'équipe de France et on est venu les encourager. Durant le voyage, on en a profité pour passer par Prague, par l'Autriche, on a fait un tour en Hongrie et ici à Sofia, on va rester 10 jours. On est venu aussi pour motiver nos enfants. Ma fille, elle fait partie d'un club de tennis entendant depuis 3 ans. Et elle adore les Jeux Olympiques. Elle a suivi ceux de Londres à la télé l'année dernière, elle est à fond. Mais le problème, c'est que du sport sourd, il n'y en a pas à la télé. Alors on vient ici. C'est très important de transmettre ce patrimoine aux jeunes. Alors, t'en penses quoi des Deaflympics? C'est super. Je n'avais jamais vu de sourds dans ces sports. J'avais déjà vu des entendants, bien sûr. Mais des sourds, jamais. Et là, je vois ça, j'adore. Plus tard, j'aurai envie de participer aux Deaflympics, oui. Je fais du tennis. S'il n'y a pas ça, tu perds le match. Vas-y. Comment vous communiquez avec les deux joueurs français sourds? Pour les stages, les préparations, comment ça se passe?
Antoine parle, il oralise, et il a son appareil donc il entend bien. Avec Simon il n'entend pas, mais j'écris quand moi je suis sur le terrain avec le papier, j'écris et je montre. Et Antoine est à côté de moi, il peut traduire aussi si j'ai besoin. À l'entraînement, comment ça se passe pendant les stages, je dessine aussi beaucoup et je parle doucement. Voilà. Et j'ai appris aussi quelques signes pour m'en sortir un petit peu plus. J'essaie de progresser un petit peu sur le langage des signes. Mais c'est pas facile. C'est la deuxième fois que tu viens au Deaflympics. La deuxième fois, oui. Avant, c'était très esprit sourd. Est-ce que ça a changé? C'est différent. Avant, tous les sourds signaient, en langue des signes française ou internationale. Il y avait peu d'appareillés, pas de sourds implantés, tout le monde signait. Aujourd'hui, je remarque qu'il y a de plus en plus de sourds implantés et d'oralistes, sûrement le résultat de l'intégration dans le monde entendant. Du coup, la communication entre sourds est de plus en plus difficile. Mais est-ce que tu penses que cette intégration a un impact sur le niveau sportif? Le niveau s'est-il élevé? Oui, le niveau est de plus en plus élevé. Les nouvelles techniques sportives sont plus efficaces. Les sourds oralistes qui intègrent le monde sportif entendant sont coachés par des entendants et ça les fait avancer plus vite. Du coup, c'est eux qu'on sélectionne. Les sourds qui restent entre eux ne progressent pas assez vite pour être sélectionnés. C'est ça le problème. Les sourds qui sont en intégration sont plus performants sportivement. Mais dans une même équipe, ça crée des difficultés relationnelles. On trouve à la fois des sourds signeurs et des sourds oralistes. Et ils ne se comprennent pas. Ça crée des divisions. Par exemple, j'ai vu l'équipe allemande. Il y a d'un côté les sourds signeurs et de l'autre les sourds oralistes. Toi, tu peux parler ou tu peux signer. Oui, Tu as grandi appareillé. Tu es malentendante. oui, j'ai toujours parlé. Maintenant, dans mon travail, en ce moment, je fais un stage. Cette année, je fais un stage. J'apprends la langue des signes à Paris. Je travaille à l'accueil des impôts. Je travaille aux impôts. Là, à l'accueil, je peux aider les sourds qui viennent. J'apprends la langue des signes, je signe un petit peu. Au judo, tu as toujours été en club et en compétition avec des entendants. Là, au Deaflympics, tu te retrouves au milieu des sourds. Qu'est-ce que ça te fait? C'est différent? Oui, c'est différent. Avec les entendants, on ne communique pas. C'est un peu chacun pour soi. Alors qu'avec les sourds, c'est une grande famille. On discute, on bavarde en langue des signes, on se prend dans les bras. Je trouve ça vraiment bien. C'est différent. Les Deaflympics, ce n'est pas seulement du sport toute la journée. C'est aussi, comme vous pouvez le voir là, des grands rassemblements le soir. Les gens viennent de partout dans le monde. On se rencontre, on échange, on découvre la culture, la langue de l'autre. Et ça, c'est typiquement sourd. Là, il est 3h du mat. Ça va durer jusqu'à 5h. Même les athlètes viennent ici, une fois qu'ils sont libérés de leur compétition. C'est incroyable. Comme ça, dans la rue, sans que ça soit organisé, les sourds se retrouvent de façon spontanée, et c'est comme ça tous les 4 ans. Je vais voir Terence Parkin, le Sud-Africain qui s'est blessé à VTT. Est-ce qu'il est encore à l'hôpital ou pas? Est-ce que je vais pouvoir le rencontrer à son hôtel?
Salut Terence, ça va? Ça va bien. Ça va mieux? Ça fait un peu mal quand même. Dis-moi, tu es connu du monde entier. Tu es Terence Parkin, champion de natation. Tu as fait 4 fois les Deaflympics. Tu as remporté 33 médailles. Et en plus de ça, tu as fait les Jeux Olympiques d'Athènes en 2000, où tu as été médaille d'argent. Comment ça s'est passé, toutes ces années d'entraînement pour toi avec des coachs entendants? Toi, tu signes, tu ne parles pas. Comment vous avez communiqué? Le sport, c'est très visuel. J'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup travaillé, et on passait aussi par l'écrit. Pendant l'entraînement, quand le coach engueulait les nageurs entendants, ben moi j'attendais. Il les engueulait et moi, j'attendais que ça passe. Et oui, je suis sourd. Et à côté de ça, j'ai un tempérament de leader. J'aime la compétition, donc je me mettais toujours en compétition avec les entendants. J'essayais de gagner. Et le coach disait, un sourd peut le faire. Alors qu'est-ce que vous faites, vous? Ça les provoquait, ça les faisait réagir. Ça nourrissait l'esprit de compétition. Mon club m'a aussi beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Mais tu as changé de discipline. Maintenant, tu fais du VTT. Pourquoi? J'avais envie de changer. J'ai nagé pendant tellement longtemps. J'avais envie de faire un autre sport. J'avais besoin d'un nouveau challenge. Et voilà, c'est la première fois que je gagne pas de médaille. Je commence à comprendre ce que les autres ressentent lorsqu'ils ne gagnent pas. Moi, j'ai toujours gagné. Et je ne savais pas ce que c'était de perdre. Là, j'ai rien gagné. J'ai compris. La population bulgare est en colère et manifeste depuis plusieurs semaines contre le gouvernement. Par chance et paradoxalement, les Deaflympics, eux, ont obtenu une aide financière de l'État. Toi, tu es dans un club entendant. Oui, oui. L'échange ne doit pas être évident. Ici, ton entraîneur est sourd. C'est différent? Avant, j'étais dans un club à Aix-en-Provence. Quand Fred, mon entraîneur, donnait des consignes, il disait « Allez, allez-y !» Il se souciait pas vraiment de moi. Il ne prenait pas la peine de m'expliquer ce qu'il voulait. Alors moi, je suivais les autres tant bien que mal. Et après, il venait me dire que c'était pas bien et que je devais tout recommencer. C'était pas ma faute, c'était la sienne. Pour moi, c'était pas clair. Alors que lui, là, il m'explique clairement les choses. Parce que vous êtes en langue des signes. Bien sûr. Je connais plein de sourds français qui vivent le même problème. Lui, c'est le seul entraîneur sourd de France en natation. Les entraîneurs sourds, c'est rare. Oui, tu as de la chance. C'est ta première sélection en équipe de France pour les Deaflympics. Quelles sont tes impressions? En arrivant ici, j'ai été impressionné par le niveau des sourds. Il est très élevé. Par rapport aux compétitions en France avec handisport, où je gagne souvent, là, ça n'a rien à voir. Ici, le niveau est le même que chez les entendants. Bon, c'est normal, nous les sourds, on n'a pas d'handicap physique. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit « Waouh, le niveau !» Je sens que je peux y arriver. Le problème, c'est que j'ai peu d'heures d'entraînement en club. Alors que les Russes, les Ukrainiens, ils sont salariés, ils sont payés pour s'entraîner. Moi, non. Si j'avais un salaire, alors là, oui, je passerais du temps à m'entraîner. Mais en France, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est dommage. Donc l'association handisport est liée aux Jeux paralympiques. Là, tu es aux Deaflympics. Mais imaginons que ce soit possible de participer aux Paralympiques. Ça t'intéresserait? Parce que les Paralympiques, c'est quand même plus médiatisé. Oui, mais à condition qu'il y ait une section sourd. Par exemple, aux Paralympiques, les amputés des bras ne concourent pas avec les amputés des jambes. C'est des sections différentes. On pourrait créer une catégorie sourd aux Paralympiques. Donc si tu avais le choix entre les Deaflympics et les Paralympiques, tu choisirais quoi? Je me pose pas la question comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de nager. Donc je te répondrai les deux.
te dirai pas, ah non, je n'irai pas là à cause de ci ou pas là à cause de ça. De l'eau, ça reste de l'eau, c'est comme ça. Pour moi, c'est clair. On t'appelle. Ah oui, j'y vais. Tu as nagé dans l'équipe de France des sourds à l'époque où elle était dirigée par la Fédération sportive des sourds de France. Et puis, pendant 30 ans, tu es passé dans le monde sportif entendant. Mais récemment, Handisport avait besoin d'un entraîneur diplômé. Alors ils ont fait appel à toi. À 30 ans d'intervalle, est-ce que tu vois un changement dans le monde sportif sourd? Je trouve que le niveau de la natation a nettement évolué. Les sourds ne sont pas vraiment handicapés. Le problème, c'est que dans la société, les sourds sont mis à l'écart. Mais au niveau sportif, les sourds et les entendants ont les mêmes capacités physiques. Et d'ailleurs, ils font les mêmes temps. Donc les sportifs sourds peuvent s'entraîner de la même manière que les sportifs entendants. Voilà. La seule difficulté vient de la communication. C'est tout. Tu dis que le niveau progresse, qu'il s'approche de celui des entendants. Mais cette progression, elle est due à quoi? C'est parce que les sourds intègrent des clubs entendants? C'est dû à quoi? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus d'heures d'entraînement qu'avant. Deuxièmement, les sourds sont de plus en plus proches du monde entendant. Et ça ne vient pas des coachs. Ça vient des sportifs sourds qui acceptent de faire des efforts pour arriver à intégrer le monde entendant. Enfin, le monde sportif entendant. C'est très important que les sourds intègrent ce monde sportif entendant, car ça leur donne plus de possibilités et plus d'ouverture. À ton avis, les Deaflympics, c'est seulement la performance sportive? Ou c'est aussi l'aspect culturel, linguistique, les rencontres? L'objectif de toutes les fédérations, c'est la performance. Ils veulent que le niveau sportif progresse. Les rencontres, l'aspect culturel, linguistique, ça n'est pas du tout leur priorité. L'objectif pour eux, c'est d'obtenir des médailles, des primes, de représenter une nation. Alors que pour les sourds, ce qui importe, c'est de se retrouver, d'échanger, d'être en langue des signes. Pour la fédération, l'objectif, c'est la performance, les médailles. Alors comment faire? Les Jeux paralympiques sont liés au comité des Jeux olympiques. C'est pour ça que les paralympiques bénéficient de toute l'infrastructure mise en place pour les JO. Quand les équipes arrivent, elles n'ont plus qu'à s'installer au village olympique, tout est prêt. Alors que pour les Deaflympics, il y a plein de frais supplémentaires. Il faut payer l'hôtel, les vêtements. Et oui, c'est donc à chaque pays de financer. Pour les paralympiques, c'est le comité olympique qui prend tout en charge. Le comité organise et ça roule. Ils ont plein de sponsors, et pas nous. Non, on n'en a pas. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Intégrer les paralympiques. Et tu serais d'accord? Bien sûr que non, je ne serais pas d'accord. Pourquoi? Nous les sourds, on a notre identité, c'est pour ça qu'on reste à part. C'est obligé. Et il faut que ces 3 événements se déroulent à la suite la même année. C'est ça que je veux dire. Et qu'on ait un seul et même village olympique. C'est très important. C'est ça. D'abord les JO, puis les Paralympiques, et enfin les Deaflympics. C'est ça l'idée. Mais bon. Bon, il y a les Jeux paralympiques d'un côté et les Deaflympics de l'autre. Et les athlètes sourds aujourd'hui ne peuvent pas participer aux Paralympiques. Mais imaginons que les Deaflympics finissent par disparaître. Est-ce que les athlètes sourds pourraient alors intégrer les Paralympiques? Ah, ça, c'est une question délicate. Les Paralympiques ont leur propre philosophie qui n'est finalement pas si éloignée de la nôtre. La différence, c'est que d'un côté on a des entendants et de l'autre des sourds-signeurs avec leur propre culture. Mais c'est avant tout du sport, la culture vient en deuxième plan. C'est sur le plan sportif qu'il faut qu'on parvienne à travailler ensemble. Par exemple, aux Paralympiques de Londres en 2012, la moitié du village olympique était vide et on aurait très bien pu y mettre les Deaflympics. On en a discuté avec le comité paralympique et ils nous ont conseillé de voir ça avec le comité international olympique, le CIO. On est allé les voir et eux nous ont renvoyés aux Paralympiques. Bon,
En tout cas, il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment parvenir à une collaboration avec les Paralympiques. Une collaboration positive qui nous fasse avancer, qui nous permette de travailler ensemble d'égal à égal. Je crois que c'est possible. Je commence à comprendre à quel point les Jeux déflympiques sont importants pour les sourds. C'est seulement ici, au congrès de la Fédération mondiale des sourds, qu'on retrouve autant de sourds qui viennent de autant de pays. Ici, on a quand même 90 pays. Je commence à comprendre à quel point peut-être les leaders ont oublié un petit peu le côté sportif et qui ont peut-être mis un petit peu plus d'intention sur le côté culturel et langue des signes. Là, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on commence à mettre l'athlète en premier plan. Et la culture, c'est pas forcément en arrière-plan, mais c'est en misant notre attention sur l'athlète qu'on commence à avoir le maximum de respect dans le monde sportif. Pourquoi le CIO a tellement tardé à reconnaître les Deaflympics? Ça ne sera finalement fait qu'en septembre. Il faut corriger cette impression parce qu'elle est complètement fausse. Le CIO reconnaît le Comité international des sports des sourds depuis 1955. Depuis 1985, il y a le drapeau des 5 canaux olympiques qui par-dessus nos Jeux. Il n'y a qu'aux Jeux olympiques et aux Jeux déflympiques qu'on retrouve ce drapeau. Voilà, les Deaflympics 2013, c'est fini. On a vu que le niveau a nettement progressé, du fait de la présence de professionnels entendants auprès des sportifs sourds. C'est bien. Mais qu'en est-il de l'esprit sourd? Va-t-il résister au contact des entendants? Moi, j'espère que sourds et entendants parviendront à travailler ensemble, à condition de respecter l'esprit sourd, bien sûr. Il faut que les Deaflympics soient de plus en plus médiatisés. En tout cas, dans 4 ans, c'est sûr, ça continue. Vive le sport sourd! Voilà. Alors, vous avez aimé la vidéo? Je vais lire les messages. Alors, Jamy, bienvenue ici. Petit billet. Alors, question un peu bête à part pour le signal de départ. C'est quoi la différence entre la natation pour les valides et la natation pour les sourds, s'il vous plaît? Pour le badminton, je peux comprendre. Il n'y a pas de bruit, c'est des sensations différentes. Pour les sports en équipe aussi, du coup, le rapport est différent. Mais pour la natation, je comprends pas. Bienvenue, Philippe. Je vois que tu écris en anglais. Alors, peut-être que tu veux que moi, j'explique la dessin international ou LSF France ou international. Toi, préfères quoi? Après, petit débat que je vois. Alors, LSF, ça veut dire langue des signes française. C'est ça. Après, on peut inverser en anglais, par exemple, France signe langage F, S, L, signe.
Alors, des Olympiques en France, quand, bah, je sais pas, peut-être bientôt. Cette année, t'es au Brésil. Alors, je reviens à la question de tout à l'heure. Compris pour les sourds que la natation est différente, et principalement que du mal à être coché parce que les coachs ne savent pas signer la plupart du temps. Oui, en fait, il y a deux sortes. Le premier, bah, c'est déjà les Jeux olympiques puis natation. Et les défis olympiques puis natation, c'est déjà séparé. Donc, c'est très bizarre de dates différentes, de mélanger, c'est pareil, mélanger, c'est pareil. Mais vraiment, il y a peu de différences. Et la deuxième chose, c'est le coach, il a besoin de l'un des signes, de communication, c'est ça qui est important. Et aux Jeux olympiques, il manque la communication. Ok, donc, Oslan, Sinagage, ouais. Il y a beaucoup de... Ah, désolé si je fais quelqu'un en disant que qu'est-ce que la LSF, c'est nouveau pour moi d'apprendre. Je m'excuse si je parais un peu nu avec quelqu'un. Non, non, non. C'est bien que toi, tu me poses des questions, tu réfléchis. LSF ou FSL, comment? C'est bien, c'est bien. Là, t'as donné les réponses. Putain. Désolée, j'essaye de signer international. C'est bien que tu as compris LSF France. Après FSL, ça c'est en anglais. Enfin, c'est différent, différent, différent. Voilà. Lors des LSF. Très intéressant la vidéo est intéressante. Ah, est-ce qu'il y a des défis olympiques hiver? Alors, j'ai jamais vu des défis olympiques hiver. Euh, alors, j'avoue, avant, il y a 4 ans, je regardais pas le défi olympique parce que je m'intéressais pas vraiment. Que là, cette année, je sens que c'est important de suivre, de voir les sportifs, les pays, le niveau compétition, c'est intéressant. Alors, pour l'hiver, je crois pas. Pour l'hiver, je crois pas. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être le olympique. Alors, le signe tout à l'heure, je signais paralympique, mais c'est pas ça. C'est paralympique. Voilà. C'est différent, je me suis trompée. C'était Jeux olympiques, paralympiques et olympiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, c'est bon. J'ai tout dit. Après, les jours à venir, encore des lives sur le olympiques, sur des sports, je sais pas, peut-être basket, badminton, tennis, ping-pong, quoi d'autre? Football, volley, tout ça. Peut-être on va voir dans la journée aujourd'hui. Et merci aux personnes qui me suivent, qui sont abonnées, tout ça. Merci beaucoup. Et merci aussi pour les commentaires, tout ça, ça fait plaisir, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'histoire du monde, du sport, de tout? Je pense que j'ai tout dit. Bah, je pense que c'est bon.
Juste un petit peu. Ah, ça a un lien direct avec les Olympiques. Par rapport au premier extrait que tu as montré, est-ce que la LSF d'avant-guerre a un côté daté avec les signes désuets comme dans la langue orale? Je pense que oui. Alors, l'avant-guerre, peut-être, mais moi je dirais surtout avant 1880, pendant 1880 jusqu'à 1977 et après. Avant, je pense que la langue des signes était comme la langue orale, le signe des ouets, tout ça. Le pendant, ça a vraiment diminué. C'était plus des codes, voilà, des signes pour les enfants, les signes pour famille, ou bien les signes pour sportifs. C'était vraiment caché en petite communauté un peu partout. Ça veut dire que dans toute la France, c'était différent en fonction des écoles, des fréquentations, des familles, tout ça. Et ça a vraiment diminué. Et c'est seulement à partir de 1977 où ça a commencé à reprendre, à rattraper le retard qu'il y a eu avant. Voilà. Pour moi, il y a trois petites périodes en langue des signes qui sont différentes. Voilà. Aussi, j'aimerais rajouter, si ça vous intéresse, c'est possible de revoir les replays sur Twitch, de ma chaîne YouTube. C'est ici, je vous le donne. Là, vous avez le lien, vous cliquez et vous avez tous les replays d'avant pour rattraper si ça vous intéresse. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Si c'est fini, je vais couper. Je vais vous souhaiter un bon après-midi. Et merci de me suivre ici. Merci pour les commentaires. Merci pour tout. De rien, ça fait plaisir de vous répondre aux questions. Merci, bon après-midi à tous. À bientôt. Salut.